1836-1842. Première guerre anglo-afghane. En 1836, sous la conduite de l'émir Dost Muhammad, les Afghans se révoltent contre les Anglais et leur visée conquérante. L'émir sera vaincu en 1842 et signera la paix avec Londres. 1861. Abolition du servage en Russie. L'année 1861 est la dernière phase de l'abolition du servage en Russie, qui avait commencé en 1858 avec la libération de 20 millions de serfs de la couronne. Les autres paysans furent reconnus libres 3 ans plus tard. 1872. Loi astreignant tous les Français au service militaire. Le 27 juillet 1872 est votée une loi astreignant tous les Français de 20 à 40 ans à effectuer leur service militaire. L'armée territoriale est créée dans la foulée. 1873. Mort de l'ex-empereur Napoléon III. Le 9 janvier 1873, en Angleterre, l'ex-empereur Napoléon III rend le dernier souffle. Sa déchéance, proclamée le 4 septembre 1870, après la capitulation de Sedan, l'avait contraint à quitter la France. 1880. Première célébration officielle du 14 juillet comme fête nationale. Le 14 juillet 1880 est instituée la première célébration officielle et publique comme fête nationale du 14 juillet, jour anniversaire de la prise de la Bastille, 91 ans plus tôt. 1888. Mort de Guillaume Ier, empereur d'Allemagne. À la mort de Guillaume Ier, roi de Prusse et empereur d'Allemagne, son fils, Frédéric III, lui succède. Son règne sera de courte durée, puisqu'il mourra quelques mois seulement après son père. 1898, la Crète devient autonome. Après 2 ans de révolte contre les Turcs, la Crète devient autonome en 1898, sous la pression des grandes puissances, et en particulier de l'Angleterre. L'île, qui ne sera rattachée à la Grèce qu'en 1913, est placée sous l'autorité du prince Georges de Crète. 1899. Mort du président Félix Faure. Le 16 février 1899, le président Félix Faure trouve subitement la mort à l'Élysée, au cours d'un rendez-vous galant avec la belle Madame Steinheil. L'affaire fait grand bruit et fournit aux antidéfusards les plus exaltés l'occasion de faire étalage de leur antisémitisme. 1845. R.M. Howe met au point la presse rotative pour l'imprimerie. En 1845, l'Américain R.M. Howe met au point la première presse rotative pour l'imprimerie qui utilise des formes imprimantes cylindriques. Depuis 1870, la presse Cameron assure l'impression de toutes les pages d'un livre en un seul passage. 1865. Mendel propose des lois de l'hérédité. C'est en 1865 que le botaniste et religieux autrichien Johann Mendel découvre la transmission des caractères héréditaires. D'abord méconnues, les lois de l'hybridation, dites lois de Mendel, auront un retentissement considérable. 1866. Alfred Nobel invente la dynamite. Ce chimiste et industriel suédois a eu un parcours atypique. Inventeur de la dynamite en 1866, devenu richissime, il instaure par testament 5 prix annuels destinés à récompenser les bienfaiteurs de l'humanité. 1875. Mission de l'explorateur de Brazza en Afrique équatoriale. De Brazza, explorateur d'origine italienne, obtient la nationalité française en 1874. L'année suivante, il entreprend une mission en Afrique équatoriale et parvient jusqu'au Congo, qui sera placé sous protectorat français. De Brazza, il sera nommé commissaire général. 1884. Chardonnay réalise la première soie artificielle. Hilaire Bernigaud-Chardonnay de Grange, natif de Besançon, dépose en 1884 un brevet. Il vient de mettre au point la nitrocellulose, dite aussi soie Chardonnay, c'est-à-dire la soie artificielle. 1890. Première ligne de métro à Londres. Au cours du XIXe siècle, la ville de Londres connaît un développement considérable. Le premier éclairage au gaz, le premier omnibus et le premier train à vapeur sont nés dans la capitale anglaise, où sera ouverte en 1890 la première ligne de métro du monde. 1897. Incendie du bazar de la Charité.
Le 4 mai 1897, plusieurs centaines de personnes assistent à une projection de film dans l'enceinte du Bazar de la Charité, une institution philanthropique. Soudain, un incendie se déclare, se propageant à toute vitesse. 143 personnes trouveront la mort dans cette catastrophe, qui fera aussi 250 blessés. 1898. Zola publie dans l'Aurore son article « J'accuse » à propos de l'affaire Dreyfus. Début 1895, le capitaine Alfred Dreyfus est déporté pour espionnage, alors que tout désigne le commandant Esterhazy. Celui-ci est acquitté par le Conseil de guerre le 11 janvier 1898. Le 13, Zola fait publier dans l'Aurore une lettre ouverte au président de la République. Le titre, « J'accuse », vise la hiérarchie militaire. Il s'ensuit un procès retentissant, au cours duquel la vérité va éclater. Double assassinat dans la rue Morgue, une nouvelle de l'écrivain américain Edgar Poe, publiée cette année-là, est considérée comme l'ancêtre du roman policier. Poe, qui très jeune a perdu sa mère, atteinte de tuberculose, est resté durant toute son existence marqué par la mort. 1865. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Charles Dodgson, alias Lewis Carroll, se doutait-il en écrivant Alice au pays des merveilles que son héroïne serait connue dans le monde entier. Dès la parution de cet ouvrage, ce mathématicien connut une gloire qui ne s'est jamais démentie. 1869. La danse de Carpeaux. Quand on contemple aujourd'hui le groupe de la danse, comment peut-on imaginer qu'à l'époque, Carpeaux fut accusé d'outrage à la pudeur? La nudité des danseuses, autant que le mouvement qui semblait agiter la sculpture, fit scandale. L'original est aujourd'hui au musée d'Orsay, tandis qu'à l'opéra, on peut contempler une réplique exécutée par Paul Belmondo. 1878. Saint Jean-Baptiste de Rodin. Avec Saint Jean-Baptiste prêchant l'un de ses premiers chefs-d'œuvre, Rodin crée une de ses sculptures les plus puissantes. La statue sera achetée par Edmond Turquet, sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, pour être placée au musée du Luxembourg. 1887. Antoine fonde le Théâtre Libre. En 1887, André Antoine, un jeune homme passionné, employé du gaz et comédien amateur, fonde le Théâtre Libre. Par ses méthodes qui bannissent les conventions, il ouvre la voie au théâtre moderne. Il fait parler des comédiens le dos au public, des silences sont ménagés entre les répliques, et un soin tout particulier est apporté au décor. 1892. Première représentation d'un dessin animé au musée Grévin. Émile Hanot a conçu le praxinoscope, un appareil qui permet de projeter des bandes dessinées dont il est l'auteur. Il ouvre en 1892 au musée Grévin le théâtre optique, où il donnera des milliers de représentations. Ce créateur du dessin animé mourra néanmoins dans la misère. 1897. Création de Cyrano de Bergerac. Lorsque Cyrano de Bergerac, la pièce d'Edmond Rostand, est créée en 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin sur les grands boulevards, c'est un formidable succès. Coquelin aîné, qui inaugure une longue tradition théâtrale, y fait un triomphe. 1898. La vie d'un héros, de Richard Strauss. Après Ainsi parlait Zarathustra et Don Quichotte, la vie d'un héros, composée par Richard Strauss, s'affirme par son rythme déchaîné et sa puissance orchestrale. Les magiciens renouent ainsi avec la tradition romantique de son pays. 1844. Turner, pluie, vapeur, vitesse. Toute sa vie, Turner chercha à rendre les effets de l'atmosphère autant que la puissance de la lumière. Ses recherches sur l'impression, comme dans pluie, vapeur, vitesse, en font un des précurseurs des impressionnistes. 1863. Manet, le déjeuner sur l'herbe. En 1863, au Salon des Refusés, une toile s'impose au regard. Le déjeuner sur l'herbe fait scandale et Manet entame ainsi une longue carrière de provocateur. Mal compris du public, souvent haï des critiques, il poursuivra sa voie avec stoïcisme et au cœur une seule passion, la peinture. Corot, La femme à la perle. La femme à la perle est l'un des plus beaux portraits féminins de Corot. Cette jeune femme énigmatique aux doigts démesurés, qui fixe le spectateur d'un air songeur, évoque l'étoile de Werner, tout comme la célèbre Joconde, qui a fait couler tant d'encre. 1878. Enschede,
ruiné, vend sa collection impressionniste. En 1878, le célèbre collectionneur Hoche-D, qui a été l'un des hommes les plus riches de la capitale et possède une très belle collection de toiles impressionnistes, est acculé à la ruine. Le tribunal ordonne la vente de ces tableaux qui seront écoulés à un prix ridiculement bas, comme Impression, Soleil levant de Monet. 1888. Van Gogh s'aventure jusqu'aux Saintes-Maries de la Mer. Depuis Arles, Van Gogh s'aventure jusqu'aux Saintes-Maries de la Mer où la couleur de la Méditerranée l'étonne. Il en rapportera quelques marines et des vues de maisons typiques, comme ce mât aux Saintes. 1893. Pissarro peint plusieurs vues de la place du Théâtre Français à Paris. Les impressionnistes ont souvent peint Paris. Comme Pissarro, qui s'installait à l'hôtel ou dans un studio et qui peignait inlassablement ce qu'il avait sous les yeux. Cette année-là, la place du Théâtre Français, remplie d'animation. 1898. Mort de Puvis de Chavannes. Le peintre symboliste Puvis de Chavannes meurt à Paris à l'âge de 74 ans. Cet admirateur des artistes classiques, qui fréquenta l'atelier de Delacroix, fit une forte impression sur Gauguin, qui lui emprunta notamment ses notions liées au synthétisme. 1899. Premier nymphéas de Monet. Deux dates sont capitales dans l'histoire de Monet. 1872, avec Impression Soleil levant, qui marque l'avènement de l'impressionnisme, et 1899, avec la création des premiers nymphéas, qui reviendront souvent dans l'œuvre tardive du peintre. 1839-1860. Une jeunesse mal connue. Alfred Sisley voit le jour à Paris le 30 octobre 1839. Ses parents sont tous deux de nationalité anglaise et son père William est commerçant en France. En 1857, ses parents décident de l'envoyer à Londres pour lui permettre de se frotter au commerce et de perfectionner son anglais, mais Sisley préfère la fréquentation des musées. 1860-1866. Élève de Gleyre, forêt de Fontainebleau. En 1860, Sisley va pourtant obtenir de son père l'autorisation de se consacrer à la peinture. Il fréquente l'atelier de Gleyre, où il fait la connaissance de Renoir, puis de Monet et de Basile. Tous les quatre forment un petit groupe inséparable et joyeux. Ensemble, ils arpentent la forêt de Fontainebleau à la recherche du motif, tout en s'inspirant encore des peintres de Barbizon. 1867-1872. Jeune père, premières œuvres. En 1867, Sisley perd sa mère Félicia et célèbre la naissance de son premier enfant. Le peintre partage sa vie avec Eugénie d'Esquezec, une fleuriste avec laquelle il restera lié jusqu'à la mort. La guerre de 1870 aura des répercussions dramatiques sur la vie de Sisley. Son père, ruiné, ne pourra plus lui verser de pension et ses œuvres de jeunesse seront détruites. 1872-1879. Le peintre de l'Île-de-France. Installé pour quelques années dans la banlieue ouest de Paris, du côté de Louvciennes, puis de Marly-le-Roi et de Sèvres, Sisley brosse des paysages de la région. Il travaille par tous les temps et ne quittera l'Île-de-France que pour un voyage en Angleterre en 1874. 1880-1889. Dures années en Seine-et-Marne. En 1880, Sisley éprouve le besoin de s'éloigner davantage de Paris pour vivre en pleine campagne. Il se fixe en Seine-et-Marne, en lisière de la forêt de Fontainebleau. Malgré une situation financière de plus en plus difficile, il ne regrettera jamais d'avoir choisi cette carrière artistique. 1889-1897. Le maître de Moret. En 1889, Sisley s'installe à Moret-sur-Loing pour conserver le souvenir de son hôte illustre. Mais les années de combat l'ont usé. Pas encore reconnu, d'une santé fragile, il va vivre peu à peu en reclus, s'abritant derrière les hauts murs de sa maison. C'est pourtant là qu'il peindra les toiles qu'il considère comme les plus réussies. 1897-1898. Retour aux sources. En 1897, Sisley va revoir une dernière fois l'Angleterre. Il part avec Eugénie qu'il épousera à Cardiff après 30 ans de vie commune. Mais le sort s'acharne sur les Sisley. Eugénie est atteinte d'un cancer de la langue dont elle mourra en octobre 1898, alors que Sisley lui-même est déjà très malade. 1898-1899. Une fin très douloureuse. Atteint d'un cancer de la gorge,
Sisley commence à en ressentir les premières atteintes durant l'été 1898. La maladie va progresser très vite. Le 29 janvier 1899, Sisley rend le dernier soupir. À son enterrement, Monet et Renoir sont venus lui rendre un dernier hommage.